Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce jeudi 10 décembre 2020. Ce 10 décembre est justement jour de célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a 72 ans exactement, 58 États membres constituant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. À cette occasion donc, Fabien Hoffner, un chercheur sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à Amnesty International, dénonce l'implacable répression des opposants au Cameroun ces derniers mois. C'est ainsi, a-t-il indiqué, que beaucoup se sont vus infliger des peines de prison sur la base d'accusations qu'il qualifie de fallacieuses alors qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Le chercheur à Amnesty International demande aux autorités camerounaises de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et de libérer immédiatement les prisonniers de conscience. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec Julien Berthe Bissaï. Juste derrière ce journal, ce sera le débrief, la deuxième partie d'Equinox Soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Des dizaines de militants politiques arrêtés, détenus arbitrairement et poursuivis devant les tribunaux militaires, selon un chercheur Amnesty International, alors que le Cameroun se joint ce jour à la communauté internationale pour célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau des avocats et des observateurs membres de la société civile. J'introduis tout d'abord ici Maître Richard Tanfou. Maître, bonsoir. Good evening, Duval. Good evening to all the Cameroonians watching. Good evening to my co-panelists. You permit me use your studio to say thank you to all those who raised their voice to stand up for my rights when it was violated. And standing up for human rights when it's violated is standing up for humanity. Today we are celebrating the 72th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. I wish to say happy International Human Rights Day to all Cameroonians who are watching. Merci Maître Tanfo. Je rappelle que vos témoignages seront édifiants sur ce plateau ce soir, dans la mesure où non seulement vous nous ferez des témoignages, pas seulement comme avocat, mais davantage comme justiciable. On se souvient qu'il y a quelques jours encore, vous étiez dans la position de justiciable dans une affaire concernant les avocats interpellés ici à Douala. Merci, Maître Richard Tanfo, d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Vincent Yédé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie également de m'avoir invité. Alors, c'est toujours un plaisir de partager votre plateau et surtout nous faire intervenir un jour comme celui-ci, où on célèbre la journée internationale des droits de l'homme. Donc, et surtout qu'elle intervient à quelques jours de la libération du professeur Maurice Kamto, qui est un concurrent et un acteur majeur de la scène politique nationale. Donc, nous sommes heureux qu'il revienne et qu'on continue à mener les combats que nous avons entamés ensemble. Et chacun dans son camp, bien sûr. Voilà, Vincent Yédé, vous êtes homme politique, vous êtes conseiller municipal PCRN à la commune d'arrondissement de Douala 3e et on pourrait avoir votre témoignage en tant qu'homme politique sur le regard que vous avez sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Nous allons également recevoir sur ce plateau Rodrigue Djokodieu. Il est journaliste et en tant que reporter, journaliste bien évidemment, il déclinera quelques témoignages et partagera avec nous son expérience en tant que journaliste reporter pour ce qui concerne les questions de droits de l'homme. Et bien sûr, notre quatrième invité, Maître Simon-Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun et président de l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Messieurs, je voudrais commencer tout de suite, Maître Tanfou, par... C'est vrai qu'il y a eu plusieurs réactions qui ont été publiées ce jour à l'occasion de la célébration de la journée de cette célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qui retient votre attention de façon globale? Je rappelle qu'il y a eu cette sortie de ce chercheur
à Amnesty International, notamment sur le cas du Cameroun, où il insiste sur les cas de violation flagrante des droits de l'homme. Il parle des détentions arbitraires, il parle des personnes qui sont interpellées, arrêtées, qui sont interpellées de façon arbitraire, qui sont envoyées devant les tribunaux militaires et d'autres qui sont toujours sans jugement depuis plusieurs mois. Il y a également cette sortie de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, une déclaration signée par son président par intérim, le professeur James Mwangi Kobila, et qui revient notamment sur la perception que cette commission a sur la manière dont le Cameroun a géré par exemple la pandémie de coronavirus. Il y a un élément qui a retenu notre attention dans cette déclaration, c'est qu'on parle d'une stigmatisation des personnes vivant avec le coronavirus. En tout cas, c'est l'observation que cette commission a faite, entre autres. Alors vous, qu'est-ce qui retient votre attention? Quelle est votre première analyse de la situation des droits de l'homme au moment où on célèbre cette 72e, on commémore cette 72e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Oui, les droits de l'homme, c'est un vaste champ. Il y a plusieurs textes nationaux, même internationaux, où il y aura des droits de l'homme qui sont mentionnés. Mais lorsque je regarde le cas du Cameroun, pour donner une analyse globale, honnêtement, je pense que nous sommes en train de reculer, ou bien nous sommes en train de reculer depuis un certain nombre d'années. Parce que vous allez voir au quotidien que les droits de l'homme, ou bien ceux qui sont énumérés dans la Déclaration universelle de l'homme, qui sont même bien reprises dans notre Constitution, dans le préambule, au quotidien, on s'efforce à ne pas respecter ces droits de l'homme. Et je peux vous dire que vraiment c'est regrettable. Aujourd'hui, au lieu qu'on devait être en train de célébrer que nous avons fait des avancées, nous au Cameroun, nous célébrons plutôt que nous avons fait un très grand recul parce que, voyez-vous, avec l'avènement de la crise anglophone, on voit au quotidien comment est-ce que les droits des citoyens sont bafoués. On a eu des élections, nous voyons au quotidien comment est-ce que les droits politiques sont bafoués. Et lorsque tu regardes les autres aspects de la vie économique, sociale, tu vois que vraiment tout ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dit même dans notre Constitution, au quotidien, on ne peut pas se féliciter que nous sommes en train d'avancer. Donc je pense que nous devons encore peut-être réfléchir davantage pour voir comment est-ce que nous pouvons se mettre au pas des autres pays où vraiment on vit vraiment les droits de l'homme et les libertés. Vincent Edé, vous en tant qu'homme politique, quel est votre regard sur la situation des droits de l'homme dans notre pays? La situation des droits de l'homme dans le pays, du point de vue d'un homme politique, en réalité, on a comme l'impression que on n'en tient quasiment plus compte. Et que lorsque c'est le cas, c'est comme une faveur qu'on nous accorde. Voyez-vous, les manifestations sont interdites, les marches sont interdites, il y a des hommes politiques qui sont aux arrêts, il y a des manifestants qui sont aux arrêts. Donc quand on observe tout cela, sans aller au fond, pour ce qui a pu les conduire, pour ce qui a pu faire en sorte qu'on les mette aux arrêts, nous pensons quand même que globalement, en tenant compte justement de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, de la liberté de réunion, on pourrait éviter toutes ces situations. Et surtout, lorsque ça nous revient, comme c'est le cas aujourd'hui, de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui nous rappelle ce que nous vivons au quotidien, ce que nous savons déjà, ce que nous décrions. Vraiment, c'est une reculade pour l'image de notre pays et personne ne peut en être fier. Personne véritablement ne peut en être fier. Rodi Tchokodji, en tant que journaliste, vous côtoyez les hommes politiques, des responsables des organisations de la société civile. De votre point de vue, comment perçoivent-ils la situation des droits de l'homme dans le pays aujourd'hui? Bien, merci d'abord. Bonsoir à vous, copanélistes et à tous les téléspectateurs.
sur le regard des hommes politiques que eux ils portent. Bon, ça dépend de quel bord on est. Vous savez qu'il y a il y a la majorité présidentielle, il y a un parti au pouvoir, il y a les partis proches du pouvoir, il y a les partis alliés. Et il y a une nouvelle classe de partis politiques qui se définissent comme étant des centristes, des personnes qui estiment que bon, il ne faut pas forcément aller être jusqu'au boutiste. On peut obtenir beaucoup dans la négociation, dans l'acceptation. On peut mettre entre parenthèses un certain nombre de droits pourvu que, bon, voilà, le pays ne bascule pas. Et maintenant, vous avez effectivement une autre branche du champ politique camerounais, des partis politiques qui estiment effectivement qu'il faut avoir la plénitude des droits et libertés qui sont reconnus et accordés aux citoyens, aux individus, aux associations, aux organisations. Et partant, il faut remarquer que ce n'est pas une volonté unilatérale du Cameroun de dire qu'il accorde tel ou tel droit et liberté à des individus, aux groupes des individus, aux associations, non. Il s'agit bien d'une charte des Nations Unies librement signée par les partis, ratifiée par les États. Donc, il ne s'agit pas d'une volonté unilatérale d'un État. Donc, voilà globalement le champ politique camerounais. Donc, vous avez le parti au pouvoir et ses alliés qui, pour eux, bon, enfin, tout va bien. Vous avez des partis centristes qui estiment que, bon, pas forcément besoin de tirer sur la corde déjà suffisamment raide avec le conflit dans l'extrême nord, les attaques de Boko Haram, avec la zone conflictogène de l'est du pays, frontalier avec la République centrafricaine et désormais avec les deux régions anglophones du Cameroun. Cette autre opposition-là qui estime qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, et une autre opposition qui voudrait, elle, jouir de ses droits. Donc voilà le schéma global qu'il y a aujourd'hui relativement aux droits de l'homme. Mais maintenant, en tant que reporter, quand vous côtoyez les citoyens au quotidien, quand vous êtes sur le terrain des reportages, de la collecte des informations, quelle est la perception que vous avez? Non, la perception globale, si vous voulez, c'est que tant qu'il y a une certaine revendication qui reste, on va dire, acceptée ou acceptable, tant que ça ne dérange pas un peu, en fait, si vous voulez. Bon, globalement, tant que vous n'appelez pas aux manifestations publiques, vraiment, ça peut aller. Tant que vous n'appelez pas à vous regrouper pour revendiquer, ça peut encore aller. D'aucuns ont même dit qu'on a accordé une liberté parce qu'effectivement, on va faire remarquer que les partis politiques peuvent s'exprimer sur des antennes de radio et télé. On va faire observer qu'il y a des médias comme Equinox qui sont là, qui véhiculent un discours pas forcément pro-gouvernemental et qui ne sont pas inquiétés. D'aucuns vont dire que ce ne sont pas les libertés, c'est la liberté de bavardage qui est accordée. Donc, globalement, et c'est là où les droits de l'homme ont une difficulté ces dernières années, parce que des partis politiques, très clairement, ont voulu manifester dans la rue, comme d'autres partis proches du pouvoir ou au pouvoir, leur part de liberté, leur portion de liberté. Malheureusement, en ce moment-là, les droits de l'homme ont été confrontés justement à cette difficulté. Ils n'ont pas eu la possibilité de manifester. Et quand certains ont voulu braver, si vous voulez, l'interdiction qui leur était brandie sous le prétexte de troubles et de risques de troubles à l'ordre public, quand ils l'ont brandi, ils ont été en grand nombre et sur toute l'étendue du territoire arrêtés, interpellés, traduits devant le tribunal militaire quand même pour terrorisme, tentative de déstabilisation de l'État, rébellion. Donc à partir de là, on se pose bien des questions. Quelles sont les libertés qui aujourd'hui sont reconnues, qui peuvent être exercées par le Camerounais? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui effectivement la liberté de s'exprimer simplement dans la rue? Donc on a l'impression qu'il y a un cadre qui est défini, il y a une ligne rouge qui est tracée. Tant que vous restez en deçà de cette ligne rouge-là, qui est de ne pas appeler aux manifestations dans les rues, même des manifestations pacifiques, tant que vous restez là, allez encore dans les médias, ça c'est encore à la limite, pour l'instant, tolérable, parce qu'on fait même très bien remarquer, même dans les sorties officielles, des officiels du gouvernement, tensent des médias, et pas avec des paroles voilées, non, avec des paroles très claires. Des médias sont tensés, pour l'organisation de la société civile aussi. Exactement. Oui. C'est-à-dire que, certes, on ne vous a peut-être pas embrigadé, on n'a pas scellé, mais il y a une pression psychologique, une pression morale, même par vos proches. Les gens vous disent, mais écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de franchir une ligne rouge? Est-ce que vous avez peur? Tout le matin, on dit, mais
telle position que tu as tenue, est-ce que tu es sûr que tu vas rentrer dans ton domicile? Donc, il y a cette pression-là qui arrive et qui font que physiquement, si peut-être vous êtes encore libre de vos mouvements, de vous faire des gestes, il y a que sur le plan psychologique, à un moment donné, on peut être atteint. Donc, il y a cette configuration-là qui existe et donc il faut en prendre compte. Maître Richard Tanfou, j'indiquais tout à l'heure à l'entame de l'émission, vous en tant qu'avocat, vous qui fréquentez les prétoires, vous qui êtes dans des commissariats, lieux de détention, la situation des droits de l'homme dans notre pays aujourd'hui. Yes, as a human rights lawyer, I live on a daily basis the violations or the applications of human rights of Cameroonians. But you see, we live in a country where we preach or we say that we are in a state of law, and in a state of law we believe that we have to respect the rule of law. But you agree with me that we are in a country that they can arrest you without summoning you, like my case. You can be arrested without any warrant. You are dragged before the court. Without no evidence, you are sent to prison. And without no evidence, you can be judged and sentenced. That is the typical daily life of a lawyer in Cameroon, where you have, on repeated occasions, constant violations of rights. Not only they may arrest you without a warrant, you may be tortured in your detention. You are even restricted access to a phone or to visit or to have an assistance of a medical doctor. And you see, we live that on a repeated basis, and it has been on a rise with the Anglophone crisis, where you have people who are kidnapped. After some time, you hear they are dead. That is, they take you and you stay incommunicado. That's violations of your rights. And of a sudden, they decide to take off your life. If they don't take off your life, you drag maybe to the military court, where you may fall or you may be charged with no evidence, and what can fall on you is either a life sentence or very heavy sentence. So on a daily basis, that is how we live human rights in Cameroon. And as a practicing lawyer, it's very, very difficult, because you don't understand that in a country where it is said that no matter the offense you might have committed, you are presumed innocent until proven guilty by a court of law. But from their arrest or maybe from your police investigation, they already tell you that they already find you guilty. And even when you have government officials communicating, you saw the recent communication of the communication minister. He's acting as if he was the person to decide when to do. He says that very soon people will be released. So it is as if somebody is there, he knows that the law should be put aside. He's the one who is in command and dictates. And with that kind of reasoning, you feel that you are in a country which is more of dictatorial, because the rules that we have, which we think we should respect it, are not being respected. People sit in their high offices and decide when you have to be free, when they should arrest you, and how you should be Maître Richard Tanfou, vous avez souvent écouté d'autres analystes indiquer que ces cas de violation que vous évoquez sont des cas qu'on peut répertorier partout à travers le monde, même dans les États dits démocratiques. Vous avez entendu très souvent certaines personnes mettre en relief des cas de violation des droits de l'homme avec des situations qui ont fait le tour du monde il y a quelque temps. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques semaines maintenant dans l'affaire George Floyd. Il y a d'autres situations dans d'autres pays du monde. Pour autant, on estime que ce n'est pas suffisant pour indiquer qu'on est dans une situation de dictature. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exagérer un tout petit peu? No, when we take examples, I think that you should be grading yourself on the progress you make, not on how you are degrading. I think we should be grading ourselves whether we are moving forward. It is true, you have human rights violations in other countries. It is happening. I'm not saying that Cameroon is an isolated country, but I think that Cameroon, being a country that has ratified international instruments, I think to have a good face with your partners or with the conventions you have signed, you should be able to clean your own house. Preach by example.
But now, when you want to say that, okay, you violate citizens' rights or human rights because in other countries they are also violating, I think that's not a good example. We should be in a position or in a posture that we try our possible best to make that citizens live freely. I should be able to speak here and have no fear of repression. But in Cameroon, we have discovered that just for you to ask that you want peace in a region or you want peace here, that's already another attack. Or they will attack you for an offense, and if you are not serious, you'll be facing a military court for judgment. So that is the environment in which we are living in, where on a repeated basis, and like I said, human rights is a vast field. You see that when you look at the right maybe to health, nobody here can say that if he's sick, he's able to go to the hospital and they will attend to you. If you are sick, you go to the hospital. If you don't have money, you will die. So when you look at all those other aspects of human rights, you are tempted to believe that in Cameroon, we are not making any progression since 4-5 years behind. C'est vrai que lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est un domaine quand même assez vaste parce qu'au-delà des droits politiques, il semble retenir notre attention. Ce soir, il y a également des droits économiques, des droits sociaux, mais on voulait faire un focus sur ces droits politiques puisque c'est le prétexte de cette émission avec cette sortie donc de ce chercheur à Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. D'ailleurs, il a demandé que les autorités camerounaises mettent fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et que soient libérés immédiatement les prisonniers de conscience. Vincent Hédé, lorsqu'on écoute les témoignages des uns et des autres, notamment Maître Tanfou, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que malgré les instruments juridiques nationaux et internationaux, malgré les institutions qui sont mis en place dans le sens de la promotion des droits de l'homme, je veux dire, est-ce qu'on peut parler d'un recul ou qu'il y a quand même une avancée remarquable en matière de promotion des droits de l'homme? En réalité, lorsqu'on observe la scène nationale, on a comme l'impression que le gouvernement est sélectif sur les droits qu'il accorde aux citoyens. Nous l'avons dit tantôt, le terrain est vaste, le terrain des droits il est vaste. Bon, on a comme l'impression qu'on laisse la liberté de s'exprimer sur des chaînes de radio, télé, la liberté de créer, la liberté de presse, donc de créer des maisons des entreprises de presse. Oui, des entreprises de presse, ça on laisse cela. On donne la liberté, je ne sais pas, de créer des nouvelles écoles, de créer des instituts. Donc, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il y a certaines libertés qu'on laisse. Et là-dessus, on peut constater qu'il y a un progrès. Si on regarde seulement sur les 10 dernières années, on va constater qu'il y a un progrès. Mais il y a également un recul frappant sur le droit de manifester. Moi, je me rappelle à une certaine époque ici à Douala, nous avons vu le SIF marcher. Il y avait des journées où ils organisaient des marches et ils marchaient librement, encadrés par la police. Mais depuis exactement, depuis exactement 2008, les manifestations publiques sont devenues problématiques au Cameroun. Et c'est d'ailleurs à cause de l'interdiction des manifestations en 2008 par le gouverneur de cette époque-là, Fayengo Francis, qu'on s'est retrouvé avec les événements de février 2008. Donc, on a comme l'impression justement que le gouvernement a canalisé le champ de liberté sur le plan politique. Il y a un espace qui vous est acquis. Vous pouvez venir sur les chaînes de télévision, vous dites ce que vous voulez dire. Sur la liberté du bavardage. Dites ce que vous voulez dire. Mais il suffit de vouloir mener une marche ou de vouloir tenir une réunion. Ils ont même poussé le bouchon loin jusqu'à interdire les mariages. Je crois que tout le monde ici a été témoin de l'interdiction du mariage, vraiment au prétexte du trouble à l'ordre public, qui est devenu un fourre-tout. Ce trouble à l'ordre public là, qui est devenu un prétexte pour tout refuser, pour tout interdire. Et quelquefois, lorsque vous organisez une réunion ou une manifestation, et qu'on vous laisse la tenir
vous avez comme l'impression que vraiment c'est une faveur qu'on vous a accordée et que c'est une prime à une bonne conduite. C'est-à-dire si on redoute un seul instant que vous pouvez tenir des propos qui ne sont pas de nature à plaire aux dirigeants, ils ne vont pas vous laisser tenir cette réunion. Donc, pour me résumer, c'est à double vitesse que l'on peut constater l'évolution des droits de l'homme. Et même au niveau des prisons, on se rend compte que nos prisons sont de plus en plus pleines. À un moment donné, je crois il y a de cela 3-4 ans, le chef de l'État, dans ses déclarations, disait au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des manifestants, il y a des hommes politiques qui se retrouvent en prison. Et on saurait dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc du coup, il y a une reculade sur ce point de vue-là. Rodi Tchokodieu, lorsqu'on regarde le rapport qui a été rendu public, notamment sur la situation politique au Cameroun concernant par exemple les questions des tensions, si on se limite seulement au mouvement du 22 septembre, on parle de plus de 500 personnes qui avaient été arrêtées pour des motifs divers, on s'en souvient, attroupement, réunion, manifestation publique, rébellion en groupe, tentative de révolution, attroupement aggravé, entre autres. On parle d'environ 160 personnes qui seraient encore en détention, parmi lesquelles des personnes qui ont été jugées devant les tribunaux civils et d'autres qui ont été renvoyées devant le tribunal, devant les tribunaux militaires. Certains estiment que ce sont des éléments qui ces jours-ci ont aggravé la situation et peuvent amener à conclure qu'en matière de droits de l'homme, notamment les droits politiques au Cameroun, il y a eu une reculade. Est-ce que c'est votre avis? Disons qu'il faut effectivement jeter un regard très froid sur cette question. Pour bien comprendre, parce que quelqu'un a parlé sur ce plateau de liberté des droits de l'homme à double vitesse, à géométrie variable. Et répondant aussi à une autre question, vous disiez tantôt, vous suggériez que bon, ça se passait un peu ainsi dans la plupart des pays, même aux États-Unis. On a très bien vu que bon, avec l'affaire George Floyd, bon voilà, on a sorti jusqu'aux forces de 4e catégorie, donc on parlait de cela. On a très bien vu qu'en France, oui, lorsque avec les gilets jaunes, il y a eu des arrestations, il y a eu effectivement répression, et que même quand certains Camerounais ont voulu manifester en Europe, il y a eu de la répression. On a utilisé les camions à eau, on a utilisé effectivement tout l'arsenal. Pour dire ce point de vue, que la vitalité des droits de l'homme n'est pas dans la faculté à reproduire ce que les autres font en mal, mais dans la capacité des États à corriger, parce que les droits de l'homme, c'est aussi une quête permanente. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, et par rapport aux époques, les contemporains de ces époques-là doivent conquérir aussi, effectivement, à un moment donné, leur liberté par rapport à cette époque. Donc, même en Occident, lorsqu'on voit la manière avec laquelle même les forces de maintien de l'ordre sont filmées, peuvent être poursuivies, on voit très bien que même là-bas, certes, ce n'est pas parfait, mais le système s'organise pour essayer de corriger de l'intérieur, d'éliminer, d'élaguer, si on veut, les brebis galeuses. Or, on a parfois l'impression qu'ici, le système organise justement, protège les personnes qui rament à contre-courant. Parlons justement de ces manifestations et celles des avocats, effectivement, parce qu'on se serait attendu, pour le cas des avocats par exemple, que lorsque la situation est dégénérée, il ait pu avoir, pour les forces du maintien de l'ordre qui étaient là, une certaine intervention, mais que par la suite, des personnes bien formées se soient dit non, nous ne pouvons pas intervenir de cette manière-ci. Parce qu'il faut le rappeler, le Cameroun dépense énormément d'argent pour la formation des forces de l'ordre sur les questions des droits de l'homme. Ils participent dans des séminaires, que ce soit des éléments de la police, de la gendarmerie, des douanes, des eaux et forêts. Ils participent à des séminaires où ils sont sensibilisés, où ils ont des modules. Il y a même des représentants dans ces organisations-là, dans ces corps-là, des droits de l'homme. Mais sur le terrain de la pratique, on a l'impression que non. Véritablement, on peut mettre tout ça à l'écart et aller... À quel niveau se situe la difficulté de votre point de vue? Où se trouvent les obstacles? C'est ce que je disais tantôt. L'obstacle peut être là, mais lorsque le système essaie de corriger, lorsque vous avez l'impression que le système essaie de s'amender à un moment donné,
de sanctionner des responsables, d'essayer de ramener tout le monde sur une ligne de conduite à tenir. Là, on peut se dire, un responsable peut-être régional, peut-être départemental, un commissaire de police, un commandant de brigade a peut-être été débordé, il n'a pas pu contrôler ses nerfs. Mais très vite, on a très vite que le système qui est là a corrigé l'erreur. Mais ici, on n'a pas cette impression. Et donc, on peut, au cours d'une manifestation, arrêter 500 personnes, des personnes qui n'ont même pas participé à la manifestation, simplement parce qu'on dit, bon, elles ont quand même encouragé la manifestation. On peut vous arrêter. Les personnes qui vous arrêtent, vous allez voir, au cours d'une année, elles ont participé au moins à 2 séminaires sur les droits de l'homme. Vous vous dites, mais attendez, comment on a pu financer le voyage de ces personnes, leur séjour, leur formation sur toutes ces questions de droits de l'homme? Mais parce que justement, c'est ça la préoccupation, c'est-à-dire qu'il y a des instruments juridiques qui ont été mis en place, il y a des formations, des séminaires qui sont organisés dans le sens justement d'amener les acteurs sur le terrain à pouvoir respecter de façon scrupuleuse ces droits de l'homme-là. Mais dans la pratique maintenant, il y a des dérives qui sont observées. Oui, énormément. Et sans ce moment, on se dit que, est-ce que le système, au lieu de simplement faire la comparaison avec les États-Unis, ou même là-bas ça ne marche pas, est-ce que le système a effectivement, comme aux États-Unis, une volonté réelle de s'amender, de s'auto-censurer, de se bonifier en fait, de se dire, tiens, il y a une escouade qui a fait une descente où il y a eu des bavures, ça a mal tourné, on sanctionne, on réprime, on encadre, on corrige. On ne voit pas cette volonté ici. Et on peut arrêter les gens, du jour au lendemain, on les libère, sans pour autant que vous n'ayez vu une justification claire par rapport à leur arrestation, à leur libération. Donc j'ai comme impression, c'est un peu l'impression, les textes sont là, ratifiés, les équipes ont été formées, le personnel a été formé, il y a un personnel, il y a une ressource humaine qui a été formée, mais quand arrive le moment fatidique, eh bien, on ne respecte plus tout cela. On peut du jour au lendemain vous retirer une liberté, vous garder pendant 6 mois, 8 mois, et puis après vous libérer. Bon, enfin, c'est bon. Alors, à la maison. Maître Tanfou, il y a plusieurs cas qu'on aurait pu prendre pour essayer d'illustrer tout ce que nous sommes en train de dire. Vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure au début de l'émission 2 éléments précis. Vous avez pris le cas de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ce que vous avez considéré comme étant les violations flagrantes des droits de l'homme de ce côté-là. Vous avez pris le cas des élections avec certaines les cas de fraude qui ont été, de votre point de vue, enregistrés. Vous avez parlé de toutes ces élections de façon globale, mais de façon, je veux dire que lorsqu'on fait le récapitulatif et lorsqu'on pose le diagnostic, de votre point de vue, quels sont les leviers qui peuvent être les meilleurs aujourd'hui pour qu'on puisse monter d'un cran dans la promotion réelle de ces droits de l'homme, qu'on puisse bonifier, comme l'indiquait tout à l'heure Rodi Tchokodieu? Il faut commencer par quoi? Oui, il faut commencer par comprendre que nous sommes égaux. Les hommes sont égaux, on a les mêmes droits. Le gouvernant ne doit pas se regarder être au-dessus de celui qu'il gouverne. On doit pouvoir rendre compte. Et lorsque ça ne va pas, qu'on essaie de discuter. Ce qui nous manque, c'est parce qu'on ne parvient pas à parler. Lorsque je suis peut-être sous-préfet ou bien préfet, je pense que je suis au-dessus de mes sujets, donc je les considère comme des sujets, je suis supérieur, je n'ai pas à discuter avec eux. S'il y a des voix qui s'élèvent, je pense que la meilleure force, c'est de lui faire taire. Voilà un peu comment nous vivons. Donc il n'y a pas une égalité entre les hommes. Certains se voient supérieurs ou bien plus camerounais que d'autres. Donc, et c'est ça la cause aujourd'hui, parce que dans les débuts de la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, si on avait peut-être prôné le dialogue ou bien la communication des partis, c'est que nous ne sommes pas arrivés à ce stade. C'est juste parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé qu'il était au-dessus des autres, que les autres n'avaient pas le droit de parler. Et au quotidien, on vit des violations des droits de l'homme de toutes sortes. Même chose avec la crise post-électorale. Tu vois que même jusqu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il faut peut-être avoir une séance de dialogue ou bien de communication. On pense toujours à pousser le point jusqu'au bout. Si ça ne te plaît pas, je continue à faire ce que j'ai en tête, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et s'il faut toujours penser avec ce genre de mentalité, on ne peut pas avancer dans les droits de l'homme, parce que au quotidien nos droits seront bafoués.
On ne peut pas... Oui, tout à l'heure, parler du système. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a à un moment donné un problème qui soit lié à des individus qui sont un tout petit peu zélés? Si je reviens à votre cas, la façon dont vous, par exemple, vous avez été interpellé à Douala il y a quelque temps, on a eu le sentiment que c'était une sorte de piège de guet-apens. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire autrement ou de le faire dans les règles de l'art? Mais s'il y avait la possibilité de faire autrement, je suis avocat, j'ai un domicile bien connu, j'ai un bureau bien connu, ils avaient mes numéros. Ça ne leur coûtait rien peut-être de me convoquer formellement ou bien d'écrire au barreau du Cameroun que bon, faites-moi convoquer Maître Tanfo. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui voulait être au-dessus pour montrer à Maître Tanfo qu'il est avocat, qu'on peut t'arrêter comme n'importe qui. On a envoyé cette personne, il est venu vers moi n'ayant aucun document. Et pourtant, il a eu des formations. Il connaît bien la procédure du code procédure pénale, mais il refuse de l'exécuter. Donc, il se prend au-dessus de moi. Et c'est comme ça qu'au quotidien, il viole mes droits. Donc, c'est pour dire que c'est parce qu'on ne se regarde pas, dans un même, dans un plateau d'égalité. Et pourtant, on dit que les êtres humains sont égaux dans la déclaration. Voilà. Donc, si quelqu'un pense que parce qu'il est commissaire, ou bien parce qu'il est procureur de la République, il peut prendre sur lui de violer tous les droits d'un citoyen ou qui sont régis même dans la Constitution. Mais c'est qu'on va toujours continuer de vivre des violations au quotidien. C'est ce qui explique le fait qu'on ne peut pas avancer dans ce sens. Moi, je pense que le problème n'est pas... Nous avons les meilleurs textes de loi au Cameroun. Même les conventions que nous avons ratifiées, si on les appliquait même à 50%, c'est que chaque Camerounais peut vivre à l'aise. On n'allait pas se plaindre. Je prends le cas chez moi. Lorsqu'on dit qu'un citoyen, si tu commets une infraction, il faut qu'on te convoque, qu'on te donne une convocation. Mais lorsqu'on vient t'arrêter sans convocation, c'est déjà un problème. Tu es devant un officier de police judiciaire, il t'entend, il ne te donne pas l'occasion de faire recours à ton avocat. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu te défendes. Ça veut dire que si tu es malade, on ne veut même pas que tu aies accès à un médecin. Donc ça veut dire qu'on veut te tuer. Et personne n'a le droit de ôter la vie d'autrui. Tu as droit à la vie. Imaginez-vous donc qu'on convoque quelqu'un, on ne lui donne pas l'assistance d'un avocat, il est peut-être devant la barre, il n'a pas l'avocat et on le condamne. Tu vois, il va aller pourrir en prison et peut-être en prison, il va perdre sa vie. Voilà donc ce que nous vivons. Parce que on ne veut pas, chacun ne veut pas faire respecter les textes ou bien les lois qu'il a appris pour qu'au moins on puisse avancer dans les droits de l'homme. Vincent Yédé, on a donc de bons textes, il y a manifestement une volonté réelle des pouvoirs publics de donner les outils nécessaires, notamment à ces acteurs qui opèrent dans le champ des droits de l'homme pour pouvoir bien faire leur travail. Mais qu'est-ce qui cloche? Alors, il venait de le dire, l'État dépense beaucoup, il met beaucoup de moyens pour la formation dans le cadre des droits de l'homme, de ses forces de maintien de l'ordre. Et vous allez voir dans les commissariats, par exemple, le traitement, la manière de traiter ce qu'on détient là-bas a changé. C'est-à-dire que nos forces de l'ordre sont capables de bien se comporter. Pour ce qui s'est passé la dernière fois avec les avocats, ça aurait été les Chinois ou les Américains qui n'auraient pas donné l'assaut. Mais là, ils l'ont fait parce que c'était des Camerounais et parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a donné l'ordre. Et c'est justement là le problème, c'est le zèle de certains fonctionnaires qui, justement, au-delà d'être des fonctionnaires, sont des politiciens et règlent des comptes politiques à travers leur casquette de fonctionnaires. C'est assez compliqué ce que je suis en train de dire là. Vous allez voir le zèle d'un sous-préfet qui pourtant sait comment les choses se passent et en fonction de l'acteur en face, décide de se comporter d'une manière contraire à une autre en fonction de l'acteur de l'autre côté. Donc ça pose véritablement un problème. Le Cameroun, à l'heure actuelle, en réalité, est en mesure de faire respecter les droits de l'homme, de respecter les droits de l'homme dans tous les domaines de la société parce qu'il a formé des gens au respect des droits de l'homme, aussi bien au niveau des écoles, de la police,
vraiment dans toutes les strates. Mais on manipule ces droits de l'homme là pour régler des comptes politiques. Et là, c'est regrettable pour notre pays. Donc, il suffit tout simplement aujourd'hui qu'il y ait une volonté politique de faire respecter ces droits de l'homme là. Et ils seront respectés parce que les gens ont la formation nécessaire. Bon, alors, les ordres viennent d'où? C'est pas trop. Mais comme je le disais, vraiment, notre pays a tous les moyens pour faire respecter les droits de l'homme. Roger Tchoko-Dieu, c'est vrai qu'on parle beaucoup de droits de l'homme, on parle des libertés, mais il y a des analystes qui font observer qu'il faut savoir qu'en face des droits, il y a les devoirs. Est-ce que ces violations des droits ne sont pas la conséquence d'une mauvaise compréhension des devoirs? Bon, mauvaise compréhension des devoirs. Si on reste par exemple sur le terrain des manifestations publiques, oui. Ce sont des manifestations publiques qui sont encadrées. Tout à fait. Il y a des textes, il y a des règles qui régissent tout cela. On a souvent entendu les autorités indiquer que les personnes, par exemple, qui sont interpellées, c'est parce qu'il y a eu des fautes en amont par rapport à ces déclarations-là. Je prends que cet exemple-là, quoi. Oui, risque de trouble à l'ordre public, c'est généralement ce qui est évoqué. Oui, si ça avait été une fois, même si ça avait été 20 fois, on aurait pu dire que, oui, les autorités compétentes, notamment les sous-préfets, pour ne pas les citer, peuvent bénéficier d'une certaine crédibilité lorsqu'ils avancent cet argument-là. On peut dire qu'ils ont raison. Si c'est la première fois, c'est la deuxième fois. Mais à partir de 2008, comme effectivement Vincent Yédé, il nous semble l'a fait remarquer sur ce plateau, jusqu'en 2018, 10 ans avec le même motif de rejet, à la limite, écoutez, ce n'est pas tenable. C'est comme quelqu'un disait que le magistrat, le juge justement, ont aussi l'intime conviction. C'est-à-dire qu'il a déterminé l'intime conviction. Mais l'intime conviction ne peut pas être basée sur le faux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner le même argument aux mêmes individus durant 10 ans. Pendant ce temps, d'autres associations proches d'une certaine opinion, d'une certaine idée, peuvent manifester allègrement. Je peux me dire qu'on a les manifestations les plus pacifiques au Cameroun. Pour avoir effectivement été un peu hors du pays, effectivement pour avoir regardé un peu ce qui se passe, on a même des opposants des personnes qui manifestent l'arbre de la paix à main, les mains nues, c'est-à-dire qu'ils ont démontré, si vous voulez, leur sens élevé du respect de la chose d'autrui, ne rien casser. Si une manifestation avait, et on a souvent dit, si on avait accordé au moins une autorisation, enfin, si on avait validé une déclaration, disons ça ainsi, et que la manifestation par la suite dégénérait, là on aurait pu dire, bon écoutez, on vous a accordé 2, 3, 4 manifestations, on a vu que ça a dégénéré, ça a débordé, ça et là, vraiment désormais, on préfère ne pas trop le faire, on ne préfère plus trop le faire parce que bon, vous ne parvenez pas à encadrer une manifestation. Ça n'a jamais été le cas. Je pense que le SDF, qui dénombre rien que pour la ville de Douala, près de 53 manifestations, fait 53 déclarations de manifestations qui ont été rejetées. Pendant ce temps, d'autres Camerounais peuvent manifester librement. Donc, dire qu'on a les uns et les autres n'ont pas compris leurs droits, je pense que c'est peut-être un peu trop facile. Non, il y a une volonté, si on veut, malheureusement, de dire aux gens, on vous a accordé votre espace de liberté, c'est dans les médias. L'espace de liberté qui reste la rue, on préfère ne pas pour l'instant vous l'accorder, ou alors on préfère ne plus vous l'accorder. Parce qu'entre 92 jusque dans les années 2000, ça se passait relativement bien. Les gens pouvaient descendre dans la rue, ensuite ils tournaient, puis rentrer chez eux. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Mais après, ça a commencé à se rétrécir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, descendre dans la rue, c'est tentative de rébellion, d'insurrection, c'est vraiment, vous méritez vous risquez la peine de mort, hein. Et c'est vrai, c'est devant le tribunal militaire. Donc je pense quand même là que on y va un peu trop fort, et qu'il faudrait, à mon sens, ne pas toujours faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas cette liberté-là, mais qu'ils peuvent effectivement l'exprimer. Ils vont tourner 1 heure, 2 heures de temps, ils vont rentrer chez eux. Bon, enfin, on va très bien voir, vu que parfois on dit même qu'ils n'ont pas mobilisé. Oui, ils seront 20 personnes, 30 personnes, ils vont rentrer à la maison, et puis on verra bien. Mais bon, c'est vrai que je voulais qu'on embraye sur un autre droit. Parce que c'est aussi ça, ne pas écouter les autres. Il y a en ce moment même, c'est vrai, il y a ce droit politique, mais le droit à l'éducation. Quelqu'un disait que les écoles sont construites. Depuis la rentrée, les parents se plaignent des taux élevés
des frais d'APE. À cela est venu s'ajouter, mais les taux pharaoniques des frais de dossier pour les examens et concours. La communauté éducative se plaint. Les enseignants même se plaignent. Qu'est-ce qui fait que ces frais ne sont pas harmonisés d'un lycée à un autre? Tout le monde, les parents se plaignent, mais on fait la sourde. Il y a le refus d'observer ces droits-là à l'éducation, parce qu'il y a des enfants qui ne vont pas envoyer les dossiers, parce que malheureusement, c'est assez élevé. Donc ça, il faut également regarder. Très bien, on va avoir l'occasion de revenir sur cette question dans la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir. Le temps pour nous de retrouver JBB. Gilbert Bissaï, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. La grande édition du journal de 20h dans quelques minutes. Les grandes articulations ce soir. Au menu du 20h, nous allons parler de l'insécurité ambiante dans la ville de Douala. Une femme a été agressée et violée par un gang de 6 présumés malfrats au quartier Lokbessou, c'est à Douala 5e. Après plus de 2 semaines de chasse à l'homme, ces bourreaux ont été capturés ou mis aux arrêts par les éléments du groupement mobile d'intervention au numéro 2. Vous verrez le film de la reconstitution des faits dans le 20h. Et à l'international, au Ghana, l'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant Nana Akufo-Addo. Et tout juste à côté, en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié dissout ou met fin au Conseil national de transition qui avait été mis sur pied au lendemain de la réélection du président Alassane Dramane Ouattara. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse, c'est à suivre dans le 20h du Val-Frangua. Bien, on vous retrouve donc dans quelques minutes pour la grande édition du journal. Et juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie des soir, le débrief. Et avec nos invités sur le plateau, Maître Richard Tanfou, Rodrigue Tchokodieu et Vincent Yédé. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Vincent Yédé, conseiller municipal PCRN à la commune d'arrondissement de Douala 3e, Maître Richard Tanfou, avocat au barreau du Cameroun, et Rodrigue Tchokodieu, journaliste. Rodrigue, un coup de filet des éléments du GMI numéro 2. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de ces difficultés que rencontrent certains citoyens dans les commissariats, mais en même temps, lorsqu'il y a des exploits comme ce que vient de réaliser le GMI numéro 2 à Douala, il faut également le saluer. Naturellement, il faut le saluer, c'est bien. Parce qu'effectivement, parvenir à retracer, à mettre la main sur des gants, c'est pas souvent facile. C'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y ait anticipation. Parce que voyez-vous, le climat s'y prête. Ce sont les périodes de fêtes de fin d'année qui s'approchent. Et ces gants-là, certes, opèrent également en plein centre-ville, mais davantage vont cibler les nouveaux quartiers, vont cibler les quartiers où l'accès est difficile. Même quand vous faites appel aux forces de l'ordre, c'est l'éloignement du centre urbain par rapport au poste de police fait que les secours ne peuvent pas arriver à l'immédiat. Et quand le quartier même n'a pas un système autonome de défense, c'est-à-dire qu'avec des sifflets où on peut mobiliser les voisins rapidement, eh bien, ces populations sont des proies faciles. Donc, ces malfrats vont de plus en plus cibler les quartiers éloignés, les quartiers d'accès difficiles, et ils vont opérer. Donc, il est de bon ton, effectivement, qu'un maillage sécuritaire proactif soit mis en place. Naturellement, on va saluer ce qui se passe. Quand c'est bien, il faut le dire, tout simplement. Maître Richard Tanfou, on parle de 14 postes de péage automatique au Cameroun. Bientôt, c'est une annonce du ministre des Travaux publics. Le premier poste de péage, ce sera en Bankomo, où a eu lieu la pose de la première pierre. Yes, any development should be welcomed. At the 14 paying stations is welcome if the project can be executed without any misappropriations of public funds. We salute it, and also I also want to know or understand why among the 14 paying stations you have 5 in the west region only. And when you if we want to try to imagine
Why is it that maybe a regional balance was not maintained? You try to ask yourself, it doesn't mean that the West region produces a lot of money when it comes to movements of people. I think something should be done that when it comes to be looking avenues for where to collect funds, they look at the Western regions. But when you have to give the Western regions maybe good roads, good buildings, they try to shift those type of projects to maybe the south, the center, and to other regions. I think en tout cas, l'objectif du gouvernement, si on s'en tient à ce qu'a dit le ministre de l'Hydraulique, c'est l'amélioration des recettes, je veux dire, des fonds qui sont collectés sur les routes dans le cadre du péage routier. Yes, that's what I'm saying, but we have 5 of them in the West region, meaning that the West region is considered as the basket of the country. I'm also saying that when it also comes to other projects, the West region should also be given that priority grade. It should not only be when you want to have maybe raise funds or raise the money for the state that you look at the West. I think we should try to have regional balance when it comes to dividing our obligations and our rights. Sur la question du péage routier, peut-être un mot, Vincent Yédé, lorsqu'on regarde l'état des routes sur le territoire national et bien plus l'état des routes au niveau des péages, la situation est quand même assez préoccupante. De toutes les façons, j'aurais souhaité que les routes soient d'abord arrangées et au terme de ce processus, qu'on y installe des péages. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui ont fait des déplacements ces derniers temps, pour aller à l'ouest à partir de Douala, c'est vraiment un parcours de combattant. Pour aller de Douala pour Yaoundé, il faut connaître la route. On ne doit pas s'y engager dans la nuit parce qu'il y a vraiment des gros coups en route. Donc, les péages, alors qu'il faut entretenir les routes, ça pose un problème. Bon, maintenant, pour ce qui est de la préoccupation qu'il a évoquée là tout à l'heure, la région de l'Ouest débouche sur 4 autres régions. La Damawa, le littoral, le centre et le nord-ouest. Donc, il y a au moins 4 entrées. Donc, s'il y a 5 péages, je crois que c'est tout à fait logique. Bon, donc, maintenant, pour ce qui est de l'opportunité, encore une fois, au moment où on est en train de vouloir lancer les travaux du deuxième tronçon de l'autoroute, et que c'est en ce moment-là qu'on se met à faire des péages sur l'axe Douala-Yaoundé, c'est paradoxal parce que il est clair que avec l'opérationnalisation de cette autoroute, l'axe va perdre une bonne partie de son trafic. Donc, mettre un péage là, en ce moment, c'est peut-être être au courant de ce que cette autoroute, c'est pas pour demain. Bon, et il est intervenu pour ce qui est des malfrats qui ont été arrêtés. Je voudrais quand même faire observer que à chaque fois qu'il y a remise de peine, il y a un flux dans la population des personnes qui ont été relâchées, des délinquants, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas d'activité. J'ai été témoin plus d'une fois de la visite de ces jeunes gens qui arrivent et qui disent « Nous sortons de prison, nous n'avons pas où aller, nous n'avons quoi faire, si vous pouvez nous aider avec ci, avec ça, si vous pouvez nous donner quelque chose à manger. » Et pour finir, ils reviennent à leurs vieilles habitudes. Donc je pense que c'est une responsabilité pour le gouvernement, déjà pour ceux qui sont en prison, je crois qu'à un moment donné, il y avait des prisons de production dans ce pays. Je ne sais pas si ça a changé, mais il faut quand même que les jeunes gens qui sont pris et qui sont mis en prison, en sortant, qu'ils aient eu le temps d'apprendre un métier. Qu'en sortant de là,
qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Et très souvent, ceux qui sortent de prison ne réussissent pas à se réinsérer dans la société. En fait, le problème que vous posez, c'est le problème de la resocialisation des personnes qui étaient détenues. Parce que j'ai eu le sentiment, en vous écoutant au départ, que vous vouliez dissuader le président de la République d'initier d'éventuelles commutations de peine, comme ça pourrait être le cas d'ici quelques jours à la faveur des fêtes de fin d'année. Non, je remontais juste au niveau des causes qui ont conduit à cette agression. Et très souvent, quand vous allez vous rendre compte que c'est des repris de justice, pour la plupart. Et quand vous les suivez bien, c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de poser ce genre d'actes. Et la police, on va se rendre compte qu'à un moment donné, c'est comme s'ils attendent des périodes de crue, des périodes de grand banditisme pour ressortir. Non, il faudrait que la police veille et que cette veille soit permanente. Il ne faudrait pas seulement que c'est lors des grands événements qu'on fasse sortir la police. Non, il faudrait que la police joue son rôle en permanence. Oui, et peut-être pour revenir un peu sur le cas de ce GMI numéro 2, il faut dire que ces temps-ci quand même, c'est une police qui est sur plusieurs fronts. On se souvient que récemment, il y a eu un gang qui a été démantelé au niveau de la Russian International School. C'était un gang de jeunes malfrats qui avait organisé une opération d'arnaque du responsable de cet établissement scolaire. Ils ont été mis en déroute par le GMI numéro 2. Rodrigue Tchokodieu, il y a également la Côte d'Ivoire dans l'actualité qui a été développée tout à l'heure par Ghislaine Berthe-Bissaye. On a vu le président Bédié tout à côté de Alassane Dramane Ouattara. Une belle image pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, c'est pas vraiment une belle image. Pour moi, c'est une très triste image. Ah bon? Oui. Parce que réconciliation? Non, ce sont deux personnes qui ont jeté la Côte d'Ivoire, si vous voulez, dans les profondeurs abyssales de ce que l'humanité connaît de méchant. Ce sont ces deux hommes-là qui sont à l'origine des 3000 morts de 1982, de 2011. C'est Bédié et Alassane Ouattara. Ça ne se passe pas bien. Gbagbo, c'est le troisième larron qui a su saisir la balle au bon et qui est arrivé. Ensuite, ces deux sont coalisés. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le gâteau national, pour dire, écoute, on a fait le con, le gâteau nous a échappé, je parle de manière prosaïque, il faut éjecter le troisième larron qui n'aurait jamais dû être là, si nous nous étions entendus. Ça a coûté 3000 morts aux Ivoiriens. 3000 vies sont ainsi parties. Ils sont revenus, ils n'ont pas pu s'entendre. Il y a encore eu des morts récemment. Et là, voilà les beaux messieurs qui peuvent encore venir narguer les Ivoiriens, s'afficher, se saluer. Et on parle de réconciliation. Non, je pense que leur page est tournée depuis. Et c'est dommage, si on ne peut pas tourner ainsi, si les hommes politiques ne peuvent pas à un moment donné savoir qu'il faut passer le témoin. Donc ces deux vont dire que depuis, ils sont les seuls en Côte d'Ivoire capables d'impulser un développement, enfin impulser, c'est peut-être un bien fort mot, capables de diriger la Côte d'Ivoire, non, je ne crois pas. Et ils ont ainsi annihilé, si vous voulez, toutes les volontés d'une jeunesse ivoirienne, d'une seconde classe, ou alors d'une troisième génération d'hommes politiques ivoiriens arrivés au pouvoir, accéder au pouvoir. Il y a des analystes qui estiment justement que lorsque Alassane Dramane Ouattara indiquait qu'il décidait de ne pas se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, si des anciens également décidaient de quitter la scène, il pensait à Henri Konan Bédié. Oui. Ils savaient très bien. Et Konan Bédié, c'est comme s'ils ont un pacte secret avec Akabe, avait tout à fait décidé, lui, il serait candidat. Quand Alassane Ouattara laisse Ngon Coulibaly, qui malheureusement décède quelques temps après, ne pense pas qu'il y ait véritablement une volonté de céder le fauteuil. Pourtant, la décision avait été appréciée. Non, je pense que c'est une image triste. Ce sont des personnes qui, à elles seules, sont responsables d'au moins 3000, enfin les chiffres connus, au moins 4000 morts en Côte d'Ivoire. Sans compter, mais il y a des problèmes graves en Côte d'Ivoire de foncier, des villages entiers dont les personnes ont été expropriées et remplacées par d'autres habitants. Ça se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, on n'en parle pas beaucoup, peut-être parce que les deux bénéficient d'une bonne couverture médiatique sur la scène internationale, ce que n'a pas bénéficié Laurent Gbagbo en son temps. Donc, il y a des problèmes plus profonds enracinés en Côte d'Ivoire. L'identité ivoirienne aujourd'hui est fortement remise en cause. Donc, on ne serait pas surpris qu'après leur départ, cela débouche encore sur un autre bain de sang. Non, je pense qu'ils ont manqué, dès le départ, leur entrée, ils ont manqué leur sortie. Et ce qui se passe là, pour moi, ne me convainc pas du tout.
Mais alors, vraiment pas du tout. Ce n'est pas cette image-là que nous devons retenir pour une jeunesse africaine. Maître Richard Tanfou, pourtant, on voit bien que ce sont des signes d'apaisement. Le président Alassane Dramane Ouattara, échangeant de façon conviviale avec Henri Konan Bédié, qui vient de signer l'acte de décès du Conseil national de transition qui avait été créé à l'annonce de la réélection de Alassane Dramane Ouattara, et surtout que dans la foulée, il faut savoir que Laurent Gbagbo a obtenu ces 2 passeports. C'est un signe d'apaisement qui devrait peut-être inspirer d'autres dirigeants en Afrique, et principalement dans la sous-région Afrique centrale, non? Oui, c'est vrai, c'est un signe. Et je peux dire que même le cas de la Côte d'Ivoire est plus mieux que celui du Cameroun. Je suis fier de voir les présidents se succéder en Côte d'Ivoire. Si tel aussi pouvait être le cas au Cameroun, au moins là-bas, même si ce n'est pas bien, on voit quand même qu'on peut dialoguer avec ses adversaires politiques. Mais si chez nous, c'est une seule figure, et on ne donne même pas signe à ce qu'on peut penser qu'on est déjà fatigué. Pour moi, je pense que, voyant ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est à saluer. Même comme on ne peut pas être d'accord peut-être à 100%, mais je pense qu'ils sont plus mieux que nous ici au Cameroun. Si nous aussi au Cameroun, on pouvait aussi un peu copier ce genre d'exemple, je pense que on aurait au moins pu avancer. Parce qu'il faut quand même observer que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'était il y a quelques semaines. À la publication des résultats, il y a eu le président Konan Bédié qui a décidé de créer un conseil national de transition. En tout cas, c'est d'ailleurs le porte-parole, Pascal Affi-N'Guessan, qui l'avait annoncé. Puis il a été mis pratiquement en résidence surveillée. Quelques semaines après, on observe ainsi des décrispations. Ça veut dire que le président Ouattara a décidé d'y aller de façon rapide pour ne pas laisser traîner la question au point où ça devienne une gangrène plus tard, comme c'est le cas dans d'autres pays. Oui, voilà les gestes qu'il faut encourager. Moi, je pense que voyant ou bien ayant la Côte d'Ivoire en cœur, même comme il a fait un passage en forcing, mais au moins déjà décrisper la sphère politique, c'est bien pour éviter le chaos. Donc, moi, je dis qu'il faut aussi que nous copions ce genre de bon exemple au Cameroun. Lorsqu'on estime que la situation est tellement tendue, qu'on pense à faire un rétropédalage, qu'on ne continue pas. Vous rêvez d'un président de la République du Cameroun, Paul Biya, organisant une rencontre avec le professeur Maurice Kamto et peut-être d'autres leaders politiques pour échanger, discuter, comme on l'a vu là, sur les questions en rapport avec la vie nationale du Cameroun. Bien sûr, c'est ce que je rêve bien. Nous tous, nous savons que l'âge du président Biya est avancé. Et depuis les élections de 2008, nous vivons de crise en crise. Rien ne semble ne pas marcher. Sur tous les secteurs, on voit quelqu'un absent. Moi, je pense que s'il fallait aussi qu'il puisse créer ce genre d'atmosphère pour pouvoir recevoir ses adversaires, causer, on va peut-être quitter de la crise anglophone, de la crise post-électorale et peut-être reprendre les rails de la paix que nous avons eu à vivre. Vincent Yédé, sur la Côte d'Ivoire, vous applaudissez pour le président Ouattara? Non, mais c'est une grosse mise en scène, c'est une comédie. Ne l'oubliez jamais, tous sont des oufouettistes. Qu'ils se retrouvent et qu'ils se remettent ensemble, on va juste se rendre compte que le peuple ivoirien a été mené en bateau depuis le début. Ils savaient là où ils allaient aboutir à la fin. Donc, Bédié se retrouve avec son camarade d'hier, c'est tout à fait normal. Et là, c'est vraiment pour le partage du pouvoir. Et nous pensons que ce n'est pas le peuple ivoirien qui part gagnant dans cette réconciliation, soi-disant réconciliation-là. C'est une question d'intérêt. Et quand on observe, on voit bien qui est derrière. Mais au moins, on risque de voir là Gbagbo isolé, Soro isolé. Peut-être que ça donne une nouvelle configuration. Gbagbo n'a jamais été avec eux. C'est normal qu'il resserre les rangs au moment où Gbagbo va revenir. C'est tout à fait normal. Parce que vous voyez Gbagbo en train de revenir. Puisqu'il va revenir. Duval, avec permission. Il faut très bien qu'on comprenne où est-ce qu'on sort et où est-ce qu'on va pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une théâtralisation même du jeu politique, du champ politique en Côte d'Ivoire. Mais ces deux messieurs, en 99, ils sont d'abord, ce sont les premiers responsables
de la première déflagration, en 1999, Gbagbo, autant pour moi, Bédié est président de la République, et donc c'est lui qui est victime pour la première fois du premier putsch, qui ensuite va conduire, le balayeur balayé va venir, Robert Gueye, malheureusement, qui va décéder par la suite. Ils ont du sang sur les mains, parce que ce sont deux pontes de la France-Afrique, si vous voulez, deux oufouettistes, deux enfants élevés par Oufouette, qui au moment du partage, un coup ils ne s'entendent pas, et chaque fois qu'ils ne s'entendent pas, 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts, après le lendemain, ils se disent, bon, maintenant qu'ils s'entendent, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Non, il faut qu'ils débarrassent le plancher, ce serait mieux pour la Côte d'Ivoire. C'est le service qu'ils peuvent, à l'état actuel, rendre à la Côte d'Ivoire. Je comprends Maître Anfo lorsqu'il estime que d'accord, sur la scène politique, les gens doivent se parler. Ça, on ne refuse pas. Mais ce qu'ils font là, ils ne se parlent pas en fait à eux. Là, c'est leurs intérêts. Il ne s'agit pas pour les gens de se parler pour leurs intérêts personnels. S'il faut que les gens se parlent pour leurs propres intérêts individuels, le dialogue ici n'a aucun sens. Il est dévoyé. Maintenant que les entités se parlent pour l'intérêt de la nation, oui. Donc, votre dialogue ici, sur lequel vous vous basez en disant qu'eux, ils dialoguent, c'est pas le dialogue là-bas. Eux, ils dealent. Ils sont en train de faire là des deals. Ça n'a rien à voir avec le dialogue dont vous parlez. Donc là, ils sont en train de dealer, ils ne sont pas en train de dialoguer. Parce que le vrai dialogue a eu lieu. Sauf que dans le vrai dialogue, les deals ne sont pas respectés. Ils ont perdu. Quand Gbagbo était au pouvoir, il a appelé au dialogue. Ils ne sont pas venus. C'est Gbagbo qui donne à Alassane Ouattara le passeport, effectivement, la nationalité ivoirienne, qui lui avait été refusé par qui? Tiens, son ami d'aujourd'hui, Henri Konan Bédié. Vous vous rendez compte? Non, ce sont des deals. Ils ne sont pas en train de dialoguer. Et au Cameroun, on appelle au vrai dialogue. Le dialogue que vous appelez, eux là, c'est le deal. Entre ces deux, ce sont des deals, ce n'est pas un dialogue. Maître Danfou, on a écouté, entre autres éléments, dans le journal, il y a eu la question des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels de l'Ouest qui se plaignent de ce que leur liste a été rejetée. Ça se passe à Tchang. On parle d'un recours qui a été introduit et puis finalement une décision qui a été prise par la Cour suprême. Vous, en tant qu'avocat, quand vous observez ça, vous dites... Et puis, on a écouté un avocat indiquer tout à l'heure qu'il faudrait peut-être... je ne sais pas si c'est un avocat ou quelqu'un qui indiquait qu'il faut que le président de la République soit interpellé. Dans une situation comme celle-là, est-ce qu'il faut attendre au-delà de cette décision, après cette décision prise par la Cour suprême, une quelconque... j'ai failli dire magnanimité du chef de l'État sur cette question-là? No, I think we have three powers in Cameroon. We have the legislative, the judiciary, and the executive. And if we prone that we have independence in all those three powers, we should allow the judiciary to do its work. The judiciary cannot take a decision and you come out crying that the president of the republic should. That's we say we want to have independence in all the three powers. C'est justement prêter le flanc à cette immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Exactly. So we should give the independence of the judiciary if it has decided in all transparency and in all fairness on with the law being applied. I think we should respect the decision of the judiciary. Calling the head of state to come, I think that he is not the law, he is not the judicial power, he represents the executive power. They should leave the judiciary do its own work. Ça vous suggère un commentaire particulier, Vincent Yédé, parce que dans l'affaire quand même, on indique que on est dans une configuration, dans un groupement, dans une localité où on a une vingtaine de groupes d'entités, et puis il y a 3 places. On estime qu'il y a un problème au niveau de la représentation sociologique. Dans leur explication, il y a un chef d'un village où se trouvent des groupes qui, dit-on, ne sont pas représentés. La raison évoquée ne suffit pas pour que le tribunal décide de rejeter cette liste-là. Ça vous suggère quel commentaire par rapport à la question de la composition sociologique et de ces règles qu'il faut respecter dans la constitution des listes pendant les élections? Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de la mainmise du politique sur le pouvoir traditionnel. Et vous allez voir que dans ce groupement-là, ces chefs ne sont pas forcément favorables au pouvoir politique en place. C'est pour ça qu'ils sont écartés, tout simplement.
Donc, n'allons pas faire d'autres commentaires sur ce qui est de la répartition et autres. Non. Ce n'est pas seulement là-bas, ça se passe même ailleurs. Il y a le chef Baka de Boya qui a été écarté, chef de 2e degré, dont le dossier est allé sur la liste à Elekam, mais à la fin, c'est un chef de 3e degré qui a été intégré. Donc, vous voyez clairement que le politique continue à positionner les chefs qui lui sont favorables. Parce que n'oubliez pas, on va au niveau d'un conseil régional. Et il est possible que les conseils, pour certains, soient dirigés par des chefs traditionnels. Et il faut être sûr qu'on maîtrise ces différents chefs traditionnels. Ce qui semble ne pas être le cas ici. Lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on a, c'est que s'il y a une solution à cette affaire, ça doit être une solution politique. C'est déjà tranché en tout cas. Oui, puisqu'il demande au président de la République de agir, ça veut dire qu'il pense que la solution est politique. Maître l'a dit, quand la justice a déjà fait son travail, il n'est pas question qu'on fasse un autre recours vers le président de la République. Je crois qu'il y a la séparation de pouvoir que nous prenons tous et on ne saurait s'en départir là maintenant, juste pour satisfaire à une revendication. Ori Tchokodjo, on n'en finit pas avec cette affaire de chef traditionnel dans les élections régionales. Oui, malheureusement, on les y a introduits, donc il faudra gérer. J'ai eu quelqu'un sur ce plateau qui était dans justement, les méandres de ces élections et qui dit que si on gère mal, et justement c'est en train de prendre la direction, on risque de révéler les vieux démons d'une division profonde du Cameroun, d'un émiettement même. Parce qu'il m'a sorti des expressions que je ne serais pas sorti ici, où on parle des autochtones de souche. C'est-à-dire que même parmi les autochtones maintenant, on demande ceux qui sont de souche. Et c'était pas... Enfin, et donc, quand... Enfin, je ne veux pas décrire le plateau, le tableau qu'il a décrit, mais quand on a vu ça, et quand on écoute encore des chefs dire qu'effectivement, s'il y a 20 composantes sociologiques, il n'y a que 3 places, tout le monde ne peut pas être représenté. Donc, à partir de ce moment-là... Donc, si on gère mal, effectivement, on risque de ressusciter de très vieux démons. Mais bien géré, ça peut très bien se passer. Maintenant, on est sur les questions des droits de l'homme. Il faudrait qu'on essaie de regarder tout ça. Je ne sais pas, on est en train de terminer. Mais je tenais effectivement à parler de cette question de l'éducation. Parce que le droit à l'éducation est aussi un droit. Les frais des examens, c'est 2500 francs pour le CEP. 2500. C'est Raoul Lemopi, l'ancien de philosophie, qui a sorti toute la grille. Hein. C'est connu. Depuis 2017. 2500 francs. Comment est-ce qu'on peut quitter de 2500 francs à 7000, à 9000? Entre le CEP et le concours d'entrée en 6e, des parents ont payé 25 000, 28 000, 30 000 pour certains. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Il y a eu les frais d'APE. On a parlé, on a écrit là-dessus. Ça ne semble pas avoir changé. Donc, après la Covid-19 et avant le second trimestre, on demande aux enfants, aux parents de payer les frais de la deuxième tranche, hein, pas de la première tranche. Vous allez payer la première tranche, on réclame la deuxième tranche. En même temps, on vous demande les frais des dossiers, les frais des examens. Ça fait beaucoup. Pour des questions de droits de l'homme, cela doit pouvoir être adressé. Et on doit pouvoir légiférer de manière claire là-dessus pour que l'on sache que l'école qui doit être pour tous, on ne doit pas procéder par une élimination tarifaire. Donc, c'était vraiment une préoccupation que je tenais à soulever. On va se séparer, Maître Richard Tanfou. On va se séparer. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'Equinox Soir. Yes, it's always a pleasure to have me. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci également à vous d'être venu, Vincent Yédé. Merci. Ori Tchokodjo, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.